Voici, mesdames et messieurs, le menu de ce matin. C'est avec Daouda Mohamed Kamara. Daouda, bonjour. Bonjour Tamba, bonjour à tous. Jacques Lewaleno, bonjour. Bonjour Tamba, bonjour à tous. Roby, bonjour. Bonjour. Mohamed Mara, bonjour. Bonjour Zachary, bonjour à tous. Et l'on commence avec ce sujet-là. C'est une situation bien grave, mais l'image est particulièrement signifiante par rapport à ce que l'on sait du passé. Maurice Sanda Kouyaté, à bord d'un avion spécialement affrété par l'État guinéen, vole au secours des Guinéens de Tunisie. Ce sont quand même des images fortes, je crois qu'il y en a 3, des images extrêmement fortes d'un ministre des Affaires étrangères, lui-même la main à la pâte, à bord donc de cet avion qui va chercher nos compatriotes, pour la plupart des jeunes du côté de la Tunisie. Zachary, nous sommes il s'est envolé hier, hein, disons. Absolument. Dans l'après-midi. Oui, nous nous sommes réservés de publier certaines images provenant de la Tunisie, tenant compte de leur caractère particulièrement violent. Mais ce qui se passe dans ce pays, moi, m'arrache le cœur, m'arrache les mots. Ce matin, j'en discute avec vous tout à l'heure, nous avons appelé des personnes que nous connaissons du côté de la Tunisie, une famille notamment, on a des jeunes Guinéens, mais aussi une famille ivoirienne et tout. J'ai été très mesuré lors de ma première sortie concernant cette situation. Mais je pense que face à l'ignominie qui est en train de se passer sur le sol africain, l'Union africaine ne peut pas continuer à se claquemurer dans ce type de silence lâche. Sinon, l'Union africaine est en train de devenir un machin, tout simplement. Nous ne pouvons pas accepter que sur ce continent, qu'il y ait des personnes qui, parce que simplement s'estimant de peau plus claire, parce que je ne dirais pas blanche, la peau blanche, elle n'existe pas en réalité, parce que simplement des idéologues, beaucoup plus inspirés par Satan que la raison, ont estimé qu'il y a des blancs et il y a des noirs. C'est pas vrai. Vous n'avez pas de noir. On a un teint plus sombre que d'autres. C'est tout. Et nous savons tous d'ailleurs que ce teint sombre-là nous protège aussi de pas mal de choses. Mais qu'on traque aujourd'hui les noirs, parce que ce qui est en train de dire, c'est cela. On est en train de traquer les noirs sur le territoire tunisien. Je le dis avec beaucoup de peine, parce que c'est un pays que j'ai fréquenté ces derniers temps. J'y ai connu des personnes absolument merveilleuses, surtout dans le milieu médical. Mais il faut aussi le dire et s'indigner que des populations noires se demandent aujourd'hui, entre la police et les populations, vers qui se tourner. C'est un problème. Qu'on pourchasse des jeunes noirs dans les rues, qu'on les agresse en groupe organisé. Ça, c'est un problème. C'est une honte. Et ce qui me choque, qui me révolte, vous n'entendez aucune organisation, ni sous-régionale, ni continentale, monter au créneau. Pas. Et ce qui me révulse par-dessus tout, si un seul des ressortissants tunisiens était touché en Afrique francophone, vous entendrez des choses du genre la Oumma islamique. Vous entendrez des choses, la nation arabe. Attendez, Zachary. Je veux simplement... Est-ce que le cerveau de l'opinion est préparé même mais il faut à entendre ce raisonnement-là? Parce que quand tu dis... Mara, je te laisse parler tout à l'heure. Quand tu dis religion dans ce pays... Je veux dire aux gens d'ouvrir leurs yeux. On mélange les races, on mélange les ethnies, on mélange les traditions à la religion. Ça, ce n'est pas l'islam. Et on t'insulte tout de suite. Or, ça là, ce n'est pas l'islam, justement. Mais vous avez entendu... la Guinée fait simplement pitié. Vous avez entendu ce président sénile dire qu'il y a... un complot. Un complot et il va jusqu'à parler de grand remplacement. Ben là, il a bien chippé à Éric Zemmour. C'est le devancier de tout ça. Mais c'est extrêmement grave. La Tunisie a 12 millions d'habitants. Vous y avez que 20 milliers de Noirs. 21 000 et quelques. 20 milliers de Noirs. Serions-nous une identité si remarquablement négative que ça pour qu'ils nous sortent de telles énormités? Je suis tellement outré que là, nous sommes en train de parler d'une éminence en matière de droit constitutionnel.
Donc en matière de droit public, En effet. qui échoue complètement en matière de politique économique, qui est incapable de redresser l'économie de son pays après Covid, et qui se trouve, qui va chercher, qui va activer les instincts les plus bas d'une population, il ne faut pas l'oublier, enserrée par la pauvreté aujourd'hui. La pauvreté est en train de gagner du terrain dans un pays qu'on a connu florissant. Quoi que l'on en dise de Sou Ben Ali, quoi que l'on en dise, mais que des villes comme Sfax, des villes comme Sousse, des villes comme Tunis s'embrassent de cette façon, qu'on traque le noir, qu'on leur dise de rentrer chez eux. Ce qui m'a fait couler des larmes ce matin, c'est quand on me rapporte le cas de famille précise où la police va chercher parents et enfants, les enlever parce que ce n'est que ça. On s'en va les enfermer parce que simplement ils sont sur ce territoire. On ne cherche même pas à savoir est-ce qu'ils ont des documents ou pas. C'est bien. La Tunisie. C'est bien dommage. La et Tunisie. il y a un taureau qui va permettre de rendre tout ce discours florissant. La Tunisie est réputée pour ses services, notamment médicaux. Ils sont dans les services autour. Et dans l'exportation de certains biens tels que la céramique, le carreau et ainsi de suite. Mais essentiellement vers quel pays? Vers les pays du sud du Sahara. En effet. Les étrangers, puisqu'on n'en parle pas. Mais qui sont les plus nombreux parmi les étrangers? Ce n'est pas les Noirs. Ce sont les Maghrébins. Mais ceux qui sont en train de ponctionner leurs économies, notamment la classe dirigeante, elle s'en va investir où? Ce n'est pas dans nos pays. Ils s'en vont investir au Qatar et aux Émirats Arabes Unis. Mais de là, et la Tunisie a une minorité quand même et noire. C'est la question. Aujourd'hui, que même ces gens-là soient pourchassés, je dis à l'Union africaine, messieurs, réveillez-vous. Votre lâcheté nous déshonore. Parfait. Votre lâcheté déshonore notre continent. Ça, ce n'est pas le pays de Habib Bourguiba. Je pense que c'est un message Ce n'est même pas le pays de Ben Ali, ça. Il faut, quand je dis qu'aujourd'hui, on devra entendre la nation arabe, qu'est-ce que je veux dire? Ce qui est en train de se passer, le monsieur parle de grand rassemblement. Mais il parle d'arabe là. Il faut que les autres nations lui disent, nous ne nous reconnaissons pas dans ton discours. Vous avez vu ce que le Maroc a fait? Au même moment, la police marocaine aujourd'hui est en train d'approcher les jeunes migrants pour les rassurer. Parce que là également, les gens avaient peur que le même vent, justement, de xénophobie et de racisme ne gagne le Maroc. Bah, écoutez, mais là-bas, ils sont intelligents. C'est pas exclu. C'est pas exclu. Mais c'est pas exclu. Il y a un phénomène de contagion. Exactement. En tout cas, dans l'opinion populaire, ce n'est pas exclu. Ce monsieur veut embraser, ce sénile-là veut embraser toute l'Afrique. Je pense que c'est clair. On ne peut pas. C'est clair. Cet homme psychopathe, les Tunisiens, au lieu de s'en prendre aux Noirs qui ne tiennent pas leur économie, ils doivent lui demander des comptes. Et crois-moi, à son gouvernement qui pompe l'argent public. Et crois-moi, sur ce propos, je ne te censurerai pas. C'est pas possible. Ce qui a été dit est totalement inacceptable. Je ne te censure pas. Pas du tout. Pas du tout. Allez-y, Roby. Colère bien saine, par ailleurs, de Mohamed Marra ce matin. Ça s'est vu venir. Kayid Saïed, c'est quand même une certaine forme d'extrême droite tunisienne. Et les Tunisiens l'ont quand même élu. Et ce qui se passe sur le terrain découle du fait que c'est vrai que c'est le discours du président de la République qui a mis l'huile sur le feu. Mais n'oubliez pas qu'après, à la suite de cela, les États où certains États... Que disent les politiques? Oui, j'en viens. Ils ne disent que ce qu'ils savent qu'on aimera. J'en viens. Ils surfent dessus. Bien sûr, bien évidemment. C'est donc une société qui est prédisposée à ça. Une société qui est prédisposée à cela. Cette situation de racisme exagéré couve en Tunisie depuis très longtemps. Parlant des minorités noires en Tunisie, eux aussi subissent en longueur de journée cette situation. Mais je ne veux pas glisser sur le terrain de la religion parce que l'Afrique subsaharienne est composée de plusieurs ethnies et de plusieurs religions qui y vivent. Donc il n'y a pas un ciblage religieux particulier. J'en viens. Permets-moi, je continue. Le souci par ailleurs, c'est que moi j'ai vu, permets, je vais te laisser passer, j'ai vu des réactions qui aiment à faire le parallèle entre arabes et musulmans. Oui, c'est qu'il il faut faire la démarcation tout de suite. Bien entendu. Mais si vous êtes dans un contexte où il y a un président qui fait une déclaration aussi ignoble et que les populations suivent sa déclaration et se rendent justice, parce que tout simplement, c'est la première autorité du pays qui a parlé. Donc on estime que c'est une parole publique autorisée. Et à la suite de cela, vous avez des chefs d'État ou des ministères des Affaires étrangères qui demandent quand même à la Tunisie par voie diplomatique
de présenter leurs excuses aux États subsahariens. Le ministre des Affaires étrangères, qu'on appelle Nabil Amar de la Tunisie, sort après, va plus fort. Il parle d'arrivée de hordes de migrants, clandestins. Il parle de l'arrivée de ces hordes de migrants clandestins est source de violence et de crimes. Mais il va plus loin. Pour permettre à nos auditeurs de camper la violence de l'expression, de l'image. Oui. Vous avez vu, vous regardez National Geographic, vous voyez comment les zèbres ou les buffles en grosses troupes, oui. Et ben le mouvement totalement désordonné, violent et destructeur de ces hordes-là, oui. C'est ça, on évidemment, appelle mais il va plus loin. Il dit cette immigration relève d'une entreprise criminelle. Ça, c'est le président a parlé de complot. Ça, c'est le ministre des Affaires étrangères. Celui qui est censé discuter avec ses homologues pour apaiser la tension, pour rassurer les autres pays, fait des déclarations pareilles. Donc nous sommes dans un contexte où l'État lui-même participe pleinement à cette situation, à envenimer cette situation. Et la situation ne va pas en baisse, puisque la police, après, s'implique personnellement dans cette situation. Vous avez vu l'échelon du président de la République, on vient au ministère des Affaires étrangères, on vient à un soulèvement populaire contre les étrangers, et après, ceux qui sont censés mettre de l'ordre dans le pays, eux-mêmes, participent à la chasse aux migrants, parce qu'on appelle ça une chasse aux migrants. Donc, les juges, c'est pas une chasse, c'est une traque. Non mais et après, pas de traque. On nous traque et après ces gens. Et après, à la conclusion, mais nous on fera pas comme eux. Et après, à la conclusion, ce qui est plus dramatique, c'est que la justice finalement s'en mêle. Mais tu sais. Tu vois, avec les petits garçons, ils te pincent et ils regardent ton visage. Ouais. Et quand tu réagis pas, ils continuent à pincer. Oui. Et après, c'est un couteau, on met là-dedans. Mais ils savent que nous, on réagira pas. Bien sûr. C'est pourquoi ils agissent comme ça. Oui, mais la déclaration... Mais à un certain moment, il faut prendre des mesures. Il faut prendre des mesures. Hier, quand j'écoutais le ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, à qui on a posé la question sur ce sujet, il a été très léger. Très léger. Moi, je me sens tellement choqué puisque les compatriotes congolais. Oui, mais ils y sont. Mais mais la solidarité subsaharienne voudrait quand même que les mots soient plus forts, que les dénonciations soient plus virulentes. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, moi, je salue une initiative du ministre Maurice Sanda. Il faut en parler. Ça, il faut le souligner. Il faut en parler. Il faut le souligner Absolument. au gras. C'est nouveau. Ça, c'est nouveau. C'est une première dans notre pays qu'un ministre des Affaires étrangères se bouge pour aller chercher des compatriotes en situation de danger. Oui, depuis un certain sous Sékou, c'était systématique. Oui, c'était systématique ce type. En effet. Oui, mais quand je dis une première fois, c'est que sous Sékou, c'était un régime particulier. On ne peut pas comparer le régime de Sékou au régime succédant parce que le régime de Sékou quand même était une exception. Mais de là avoir un ministre des Affaires étrangères se bouger aussi vite pour aller chercher des compatriotes dans un avion de l'État guinéen, je pense que c'est une initiative à saluer et à encourager. Ça veut dire quand même que les Guinéens, au niveau des pays étrangers, ne sont pas laissés pour compte. Désormais, quand il y a une situation de détresse, on l'a vu, on l'a remarqué en Turquie, il y a eu des actions proactives. Cette fois-ci, c'est en Tunisie. Il y a des actions proactives. Je pense que c'est une bonne chose. Parfait. Il faut encourager. Mais il faut que les instances internationales dénoncent avec véhémence, avec vigueur, ce qui se passe en Tunisie. Sinon, s'il y a réciprocité, ce ne sera pas bon. Eh bien, s'il y a réciprocité, ce sera pas bon. Mais Jacques, réflexion. Maurice Sanda, c'est d'abord de l'argent, c'est d'abord des appels avec son homologue tunisien. Ensuite, c'est de l'assistance que l'on apporte aux Guinéens avec un numéro que l'on me signale qui ne fonctionne malheureusement pas avec l'ambassade de Guinée à Tunis. Mais la question, si l'on vient à se déplacer, ça veut dire que la situation s'est aggravée et que les appels n'ont rien résolu. La situation s'est aggravée. Je crois, je l'ai dit ce matin ici, hier matin, je l'ai dit ici, le parent d'un de mes profs, donc qui a sa fille qui fait le master là-bas et qui disait que la situation ne fait que s'aggraver. Lui particulièrement avait demandé à sa fille de s'enfermer jusqu'à ce que la solution soit trouvée, soit du côté de l'État guinéen ou alors lui-même il ferait des démarches pour la ramener. Ça veut donc dire aujourd'hui la décision, c'est de ramener nos compatriotes qui le souhaitent, qui ne veulent pas du tout risquer leur vie dans ce genre de situation.
Je veux donc comprendre cette démarche de la part de la diplomatie guinéenne qui dit on ne va pas baisser les bras, ce sont nos compatriotes, que ce soit ceux qui sont partis de manière régulière ou ceux qui ici sont retrouvés de manière irrégulière, ce sont nos compatriotes. On va leur apporter assistance pour les ramener au pays parce que ce sont les nôtres et trouver possibilité peut-être s'ils veulent toujours sortir, qu'ils puissent aller vers des destinations qui peuvent leur garantir la sécurité. Ça, c'est quelque chose de fondamental aujourd'hui. On parle notamment de réponse. Je veux, une fois que cette étape terminée, c'est-à-dire secourir nos compatriotes, il faut qu'il y ait une réponse. Je peux bien accepter le discours qui dit ne le répondons pas le mal par le mal. On ne va pas s'en prendre aux Tunisiens, d'accord, mais il faut qu'il y ait des réponses. Il y a que pour l'instant, si on voit spontané, ça peut être d'instinct. Si on voit en termes de services, on va dire bon, nous dépendons beaucoup plus de la Tunisie sur le plan médical, sur le plan éducatif, parce que c'est nous qui partons vers eux pour ces services. Ils ne sont pas seuls, heureusement. Mais ils ne sont pas les seuls. Mais ils ne sont pas seuls. Il faut relever cela gratuitement. Écoutez quand même, mon commentaire n'est pas limité. Voilà. Je suis en train de dire, pour l'instant, on peut penser que c'est nous qui avons besoin d'eux pour les services médicaux et pour l'éducation. Mais ils ne sont pas seuls. Heureusement, même à Dakar, il y a des services qu'on peut obtenir. Il y a également du côté du Maroc où nous avons des relations, très privilégiées sur le plan de l'éducation qu'on peut davantage ils sont là, de toute façon. Encourager. Mais Jacques, il y a même des opérateurs économiques qui m'ont soufflé à l'oreille. Mais écoutez, ces Tunisiens, nous sommes quand même, nous recevons leurs produits. Il y en a qui exercent ici. Et qui n'écartent pas l'idée du boycott de certains produits qui viennent, n'est-ce pas, de la Tunisie. Je ne dis pas qu'il faut aller vers l'extrême, mais c'est des choses à envisager pour dire quand même... C'est quoi l'extrême, Jacques? Non, c'est quoi l'extrême? Parce que c'est la rupture des relations diplomatiques. C'est la rupture. On peut les reconstruire. On peut les reconstruire. Oui, ce qui est fait à l'égard de l'extrême, c'est ce qui se passe là-bas, justement. C'est eux qui sont à l'extrême. Je pense, une fois qu'on aura terminé cette situation, qu'on aura secouru nos compatriotes, il faut qu'il y ait des réponses. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'ambassade là-bas. Mais c'est de commencer, par exemple, par, si vous voulez, dire à notre ambassadeur qui est du côté de l'Algérie que la Tunisie n'est pas pour le moment, ne relève pas pour le moment de sa circonscription. Ça, c'est quelque chose à envisager. Mais du côté, sur le plan commercial, c'est des choses aussi à envisager. Absolument. Le boycott, pourquoi pas? Ce sont ceux qui sont dans la construction. De manière à ce qu'on puisse voir clair. Si, bien entendu, les autorités de là-bas prendront conscience. Parce que si la Guinée fait ainsi, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Mali, tous les pays subsahariens apportent, n'est-ce pas, la même réponse, je crois qu'ils comprendront qu'ils ne peuvent pas se suffire à eux seuls et que le subsaharien n'est pas seulement le mal ou le danger contre lequel on doit s'élever. Maintenant, pour les institutions, je ne vais pas dire plus. C'est pas pour la première fois que ces institutions... Les grandes gueules. La sorte. Garder le silence devant ce qui est grave et être prompt à tenir des discours devant ce qui n'est pas si grave. Regardez par exemple ce que je pense que ça, c'est quand même de l'ignorance de la part de nos institutions. C'est assez déplorable. Regardez ce que la CEDEAO a fait au Mali sous cette transition. Contre les peuples. Aller jusqu'à prendre des sanctions extrêmes. Mais regardez ce qui se passe en Tunisie, on n'entend rien. Aucun discours. Au niveau de l'institution qui dit que ce qui arrive contre nous, contre nos compatriotes, contre nos peuples, ce n'est pas acceptable. Je pense qu'une telle réponse, c'est quelque chose de... Une telle réponse, je crois, donnerait une certaine valeur à l'institution sous-régionale. En effet. Il ne suffit pas de se réunir. En effet. Et d'avoir des discours qui tendent à dire nous sommes pour la démocratie. Après, bon, on voit bien que finalement, on se fout de votre démocratie éperdument parce que vous avez vos peuples, vos citoyens, vos concitoyens qui se retrouvent traités, mais de cette façon, là-bas, vous n'êtes même pas capable d'apporter une réponse immédiate. Or, une institution qui se respecte, c'était aujourd'hui, par exemple, ne pas laisser la Côte d'Ivoire agir seule. Ne pas laisser la Guinée agir seule. Mais au niveau sous-régional, qu'on dise, oui, la CEDEAO vient à Tunis pour dire à Kayit Saïed que ce qui est en train de se passer n'est pas normal. Et d'abord, commencer par dire que nous sommes capables d'apporter des réponses économiques à la situation qui se présente. Parce que ce qui se passe là,
c'est leur faiblesse, c'est leur échec. C'est l'échec des dirigeants subsahariens qui est en train de se manifester là-bas. Parce que si chacun pouvait avoir tout sur place, ou disons l'essentiel, on n'allait pas s'humilier comme ça. Absolument. Je pense donc que le message est très clair pour les États. Il faut protéger sa population, son marché intérieur, produire les services qu'il faut. Mais Daouda, juste une phrase, si tu permets. Ce qui est choquant dans tout ça, c'est qu'on peut dire, par exemple, que l'Union africaine décide de ne pas être ferme sur ce qui se passe en Tunisie, parce que la Tunisie est un bon élève de l'Union africaine. Mais je viens de consulter tout à l'heure, en 2020, la Tunisie a été condamnée par l'Union africaine pour non-versement de sa contribution. Donc ça veut dire que c'est même pas un bon élève au sein de l'Union africaine. Ça ne donne même pas raison à l'Union africaine de jouer un mutisme qui finalement choque les autres États. Et on en vient à... Daouda, quand j'ai vu Maurice Sanda hier, là, embarqué à bord de cet avion, j'ai pensé à l'épisode Covid, où toutes les autres nations allaient chercher leurs compatriotes. Et nous, on était là. Et où nous étions là, et rien ne se faisait. C'est une grande différence avec ça. Si nous avions ce qu'on a aujourd'hui, je crois qu'au temps d'Ebola même, quand le Sénégal nous a fermé... Quand le Sénégal... Non, mais on ne l'avait pas. On n'avait pas la volonté. Quand le Sénégal nous a fermé ses frontières, je pense bien... C'est la même image qui m'est venue. Quand j'ai vu cet avion... Quoi qu'on dise sur l'avion, quand j'ai vu Maurice Sanda, destination Tunis, au chevet des Guinéens, je me suis dit, si on avait cette autre chance au moment d'Ebola et de Covid, on serait allé chercher nos compatriotes pour les ramener au pays. Mais aujourd'hui, vous savez, quand on prend le monde, on a eu le Donald Trump pour les Américains, on a eu le Bolsonaro pour les Brésiliens. Donald Trump, ça va encore, c'est pas la même histoire. Oui, non. Il n'était pas dans cette folie du complot où on pointe du doigt tous les autres. C'est du populisme. C'est du populisme, ça il ne faut pas l'oublier. C'est du populisme aujourd'hui. Il se trouve que... Mais là, ça se joue sur nos vies. Kaé se retrouve dans une situation économique tendue, une situation politique. Donc il faut chercher le crâne sur trouver un bouc émissaire. Un bouc émissaire. Il faut trouver le pouce sur un crâne rasé quelque part. Et la communauté qui se prête au jeu ou qu'on peut utiliser à souhait, c'est la communauté subsaharienne. Sans risque quoi? Sans risque. Ouais. Et quand on prend la Tunisie, c'est vrai qu'on dit que les Guinéens viennent beaucoup en Tunisie, mais avec le décompte qu'on a fait, on n'a pas 300. On n'a pas 300 jusque-là, on n'a pas 300. Jusque-là, on n'a pas 300. Autour de 205. On était à 200, même pas 250. On était à 200 et 205. 205, voilà. On était à 205. Comme pour dire que ce n'est pas notre destination privilégiée. Allez prendre le nombre de Guinéens aujourd'hui au Maroc, allez prendre le nombre de Guinéens aujourd'hui au Sénégal, allez prendre aujourd'hui dans les autres pays, c'est pour dire que la Tunisie n'est pas fondamentalement une destination privilégiée pour les Guinéens. Alors, de l'autre côté... Même pour les subsahariens. On parle de 21 à 22 000 noirs. Allez prendre dans d'autres pays, vous comprendrez que ce n'est pas une destination privilégiée. Et de l'autre côté... Il y a aujourd'hui ce n'est que récent. Par exemple, sur le service, sur la desserte de nos pays. Tunisair, c'était il y a quelques années seulement. C'est tout récent. C'est tout récemment qu'on a commencé. Et même hier soir, j'ai parlé avec une amie qui vit actuellement à Tunis, qui me dit que c'est de la foutaise. Nous payons plus cher le courant, l'électricité. Les étrangers. Les étrangers. Nous payons plus cher l'eau, nous payons plus cher la location, même à l'université, les étrangers payent plus cher. Et après, on pense que ce sont ces étrangers qui sont le problème, qui sont le problème économique pour eux et même de sécurité pour eux. Je me suis dit que l'Union africaine, parler de l'Union africaine, c'est vrai, c'est l'institution sur laquelle aujourd'hui on peut compter, mais elle existe. Non, on ne peut pas compter sur elle.
Non, on ne peut pas compter sur elle. Elle existe aujourd'hui. Ça fait partie de l'apparat de ces discours-là, mais... Vous imaginez, depuis dimanche, c'était dimanche. C'est rien si ça ne peut pas servir à ce type de sujet. C'était dimanche que le communiqué laconique a été fait. De dimanche à aujourd'hui, quelle autre action forte? Il y a eu un communiqué? Oui. Est-ce que c'était un communiqué c'était une déclaration. Il a parlé. Voilà. Mais même pas une déclaration écrite de la commission. C'est Moussa Faki Mahamat. Non, qui a été même porté, pas une déclaration écrite. Non, qui a été porté par, je crois, la présidente de la commission. Il y a eu un communiqué. Il y a eu un communiqué, effectivement. Mais laconique alors. Laconique, comme je l'ai dit. Alors, quelle autre action forte l'Union africaine a-t-elle pris pour permettre quand même aux subsahariens de se sentir en sécurité? Parce que, je vais dire, ce mot est passé, mais les exactions contre les subsahariens persistent encore. Ils ne veulent pas reculer. Dimanche dernier, il était prévu, je l'annonçais, c'est le 26, il était prévu une marche contre les subsahariens. Et que les entreprises se permettent de sortir des communiqués, ou en tout cas des notes circulaires pour dire si des Africains qui sont dans nos entreprises sont priés de se déclarer ils ont des documents. Comment on peut dire en Tunisie des Africains dans notre entreprise? C'est-à-dire ça met hors de soi-même. Ils ne sont pas africains, ils se considèrent pas africains. Ils sont asiatiques, ils sont arabes et musulmans. Non, mais ils sont nulle part. Qu'ils dégagent alors de l'Union africaine. Qu'ils dégagent de l'Union africaine. S'ils ne sont pas africains, s'ils ne s'estiment pas africains... C'est à l'Union africaine de prendre ces types de sanctions. Non, ils peuvent... Non, s'ils ne s'estiment pas africains... Pour rappel, Tunis Air, c'était en 2017. Ils ne s'estiment pas africains. Ils peuvent tout de suite faire la résolution de se retirer des instances de l'Union africaine. Nous ne sommes plus membres de l'Union africaine, nous ne sommes pas africains, et qu'ils fassent de leur vie ce qu'ils veulent. Mais aujourd'hui, s'ils sont de l'Union africaine, nous demandons vraiment à l'Union africaine de jouer carte sur table avec ces Tunisiens pour quand même permettre parce que le mouvement, il est humain. Vous ne pouvez pas dire que dans votre pays, ce n'est que vous qui y êtes. Mais c'est du racisme. Pendant que vous êtes ailleurs. C'est du racisme. Nous n'avons pas de Guinéens quand même qui a une clinique à Tunis ou dans une autre ville de la Tunisie. Mais nous en avons ici dans ce pays. Nous n'avons pas de Guinéens. Si tu montes à bord de Tunis Air, tu vois la flopée de passagers. Arrivé à l'aéroport, tu te rendras compte que l'essentiel de ces gens, c'est des malades. Oui. Et ce sont des devises que nous drainons vers leur pays. Mais il y a pire que ça. C'est parce que la Caisse nationale de sécurité sociale, l'Agence nationale de prévoyance sociale ont des protocoles d'accord justement avec des sociétés médicales et avec des hôpitaux tunisiens. C'est-à-dire que l'État guinéen lui-même débourse chaque année des centaines de milliers de dollars pour envoyer vers la Tunisie. Et en réponse, c'est quoi? On nous insulte, on traque. C'est surtout ça, il faut agir. L'essentiel de ceux-là qu'on appelle les migrants, ce sont des gens, je vais te le dire, qui sont dans des hôtels qu'ils payent ou dans des appartements meublés qu'ils payent. L'essentiel de ces gens-là. Et ils payent, comme tu le dis, plus cher que tout le monde. Ils ne vivent pas gratuitement. L'électricité, tout, parce qu'ils sont là pour de courtes périodes. Rarement les gens font Jacques l'a dit tout à l'heure. Il revient aujourd'hui à la CEDEAO. D'ailleurs, vous regardez les chemins migratoires. Ceux, par exemple, qui vont en Europe, c'est pas nécessairement toujours par la Tunisie. C'est le Maroc et la Libye. On prend la Méditerranée, l'Algérie. On prend la Méditerranée, on continue. Donc, je disais pour terminer, aujourd'hui, il revient à la CEDEAO de prendre la résolution d'aller à rang serré. Nous sommes les subsahariens. C'est la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Nous nous engageons à ramener à couper nos relations avec la Tunisie. Si ces institutions dont tu parles ont suffisamment montré, si tu permets, leur faiblesse à être décisifs, à être courageux, à être pour une fois protectionnistes vis-à-vis de leurs citoyens. Mais les États, comme Jacques l'a dit, ont des accords personnels avec la Tunisie. Pourquoi ne pas abroger ces accords? On parle de la caisse, on parle de l'autre prévoyance, etc. Ça, ce sont des leviers sur lesquels on peut jouer pour donner un signal fort à un pays où le racisme est devenu une religion. Bien.
En tout cas, on me signale encore, ce serait bien que le département voit comment régler ça. Le numéro que vous avez donné aux Guinéens qui souhaitent être évacués n'est pas en train de fonctionner. On nous le signale. Merci de partager un autre numéro qui peut fonctionner. Il est WhatsApp en effet. Il est WhatsApp uniquement et il semble saturé. D'autres migrants me l'ont signalé également. Ce serait bien de mettre un second numéro. Et cette fois-ci, en appel direct. Un appel direct et pas simplement au WhatsApp. Et ceux qui disent faut pas réagir de cette façon, Mara, vous connaissez bien ce passage biblique qui dit ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles, mais réponds à l'insensé selon sa folie, de peur qu'il se croie sage et persiste dans sa folie. Nous continuons les grandes gueules dans un instant.